Merci beaucoup Norbert, je suis obligé de revenir sur cette dernière phrase. Moi, rassurez-vous pour les Bordelais et tous les autres, avec mon rabbin, depuis 8 jours, tout va très bien. Mais nous sommes tous les deux en période d'essai, bien entendu. Bien, j'ai eu le temps de préparer mon petit mot. Asanu, Veshamanu, Tsarechim la Asot. J'ai eu 3 heures pour le faire, avec Reverso et avec mes efforts. Nous avons fait le séminaire, nous avons écouté, et maintenant, nous devons le faire. Et nous devons agir. J'ai entendu Naase Benishma tout à l'heure, Arié, mais effectivement, il y a le reste, mettre en pratique. Il y a du boulot, on n'a entendu que des bonnes choses, vous avez vu, que du plus. On se dit, tout va pas si mal que ça, finalement. Hein, vous avez tous été honnêtes au sein de vos ateliers, si je peux me permettre de vous juger par vos constats. Le consistoire n'en a pas pris plein la tête. Franchement, il y est resté. Imperturbable. De toute façon, pour tout vous dire, les Parisiens, la SNCF est en grève. Leur train a été reculé de 2 heures. Sinon, ils seraient déjà sur le départ. Mais le bus est là et les autres, Bruxelles et Barcelone, sont partis. Mais en tout cas, les Parisiens sont là parmi nous. Non, regardez. Ça va, ça s'est passé, ça va, c'est pas le tremblement de terre. On a parlé de tout, des sujets, des gens, vous avez vu avec qui on a fréquenté depuis 4 jours, que de la qualité, que du bonheur. Allez, je suis sûr qu'il y a des questions. Alors on en prend 4 ou 5 parce qu'on est tous fatigués, il est 17h et même si le train des Parisiens est à 20h15, on va les libérer un peu avant. Allez, on y va, 3-4 questions, les rapporteurs sont encore là. On a le rabbin régional Ariel Ben David, le rabbin Fison vient de partir. Et allez-y, allez, le courage. Le plus dur, c'est la première question. À Bordeaux, allez, au hasard, nous avons 3 femmes dans notre conseil d'administration, c'est pas mal. Nous avons 2 présidentes, une qui s'appelle Judith Assoun et l'autre, j'ai oublié son nom. Ah oui, c'est Bayonne, c'est vrai. Et donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait de beau ? Le Dvar Torah. Ah non, mais attendez, j'ai rien dit encore, j'ai laissé un peu de temps. Le Dvar Torah à la synagogue de Bordeaux, c'est à la fin de l'office. Le rabbin appelle, finit son office, Moussaf, ils descendent et les dames sont en face de nous et donc ont accès et entendent bien le Dvar Torah du rabbin. Ça se passe et elles descendent et elles ne sont plus dans les tribunes, tout simplement. On fera mieux au niveau de la mairie de ça. Et pour l'instant, je vais attendre de régler certains problèmes. Allez, on y va. André, merci. On a parlé d'un certain nombre, justement, d'avancées dans la commission des femmes. Enfin, on a entendu plutôt. Mais moi, je me disais, et au niveau du Minyan, alors, vous ne sommes pas prêts encore à intervenir. Manuel, il est là ? Ah pardon, Manuel, oui, vas-y. Un peu plus fort. Sur le rabbin Sultan. Ouais, allez-y, passez-lui. Venez. Là où je dois quand même répondre non, enfin il y a un champ des possibles dans la halakha, et même dans ce champ des possibles, il y a des discussions. Aujourd'hui, compter une femme dans un minyan, il n'y a pas de texte qui permettrait de le faire. Je comprends la frustration, mais c'est clairement en dehors de ce qu'on arrive à faire dans l'orthodoxie. Le Kaddish, oui, mais pas le minyan. Il peut y avoir un minyan de femmes. Il peut y avoir une femme qui organise une prière entre elles, ça oui. Il y a des communautés qui insistent pour qu'on ait 10 hommes et 10 femmes avant de commencer. Mais compter la femme dans le minyan. Le rabbin Sultan, un mot à dire. Je demande compléter la réponse d'Emmanuel pour dire que d'abord c'est une logique juridique et pas un jugement de valeur. Les femmes ne sont pas inaptes par nature au minyan. Simplement, à un degré d'obligation équivalente, on peut constituer un quorum pour remplir cette obligation. Il y a des circonstances dans la halakha tout à fait conventionnelle et classique où il y a minyan de femmes. Par exemple, je lis la Megillah devant un public de femmes et j'ai 10 femmes, voire même j'ai 5 femmes et 5 hommes qui ont la même obligation à une toute petite nuance théorique près. La bénédiction finale ne se dit que s'il y a un minyan, et ce minyan, lui, il est statutairement mixte, potentiellement mixte. Idem pour les flammes de Hanouka à la synagogue, on dit avec bénédiction s'il y a minyan, là aussi, comme c'est même d'obligation minyan mixte. Monsieur Rabin, pourquoi durant la Megillah seulement ? Il y a une explication ? Parce qu'on en entend à chaque fois parler tous les ans. Parce qu'il y a un degré d'obligation strictement équivalent entre hommes et femmes. L'obligation d'entendre la Megillah est la même pour les hommes et pour les femmes. L'obligation de contempler, d'allumer les flammes de Hanouka est la même pour les hommes et pour les femmes. Et donc dans ces circonstances précises, on peut avoir 5 hommes, 5 femmes, on peut même avoir
9 femmes et un homme. Enfin, on va dire. Alain, une question. André, c'est pas qui dit. André. Est-ce qu'une femme peut porter le talis? Alors, la question de peut porter. De quelle marque, André? C'est ça. C'est le problème. Alors, pour les talis Hermès, je ne me prononce pas, mon président travaille pour Hermès, donc c'est évidemment possible. Non, la question peut porter, en fait, votre question est biaisée. Nous, ce qui nous concerne, la question de l'obligation. Il y a obligation pour les hommes, Toraï, comme pour les téphilines, mais la possibilité est offerte à tout le monde. Après, que ce soit marqué idéologiquement parce qu'on est au XXIe siècle et que ça devient un outil de revendication, c'est une toute autre question. Mais si vous me posez la question à un rabbin un peu tranquille, ce qui j'espère est encore le cas, pour le plus longtemps possible, et bien la réponse est à partir de demain. L'obligation, il n'y en a pas, mais la possibilité vous est offerte. Alain Beit. J'ai une question, enfin deux à vrai dire, plus pour les membres du consistoire central qui sont ici, donc Elie, Madame et d'autres personnes, je ne me rappelle plus de tous les prénoms. La première, c'est par rapport à ce que vous avez pu entendre sur les 6 ateliers. Est-ce que justement il y a certaines choses qui vous paraissent assez faisables comme ça, enfin ça va avoir un premier feedback. Et la deuxième chose, on a Eric qui nous a dit hier que de toute façon cet atelier, il y aurait une suite et que ça ne sera pas une lettre morte. Est-ce que on peut convenir d'un rendez-vous, je ne sais pas, dans 6 mois ou quelque chose comme ça, et réexaminer tous ensemble les propositions et voir ce qui est retenu, ce qui n'est pas retenu, pourquoi et tout ça, mais avoir quelque chose, toute une réponse, tout un passage sur ces 6 ateliers qui représentent beaucoup d'investissement et de travail de beaucoup de personnes qui sont déplacées. Voilà. Et pour vous aussi, merci bien encore au consistoire de Bordeaux d'avoir organisé ça. Et donc oui, voilà, voir comment on va... Quel est l'après. Élie, tu veux répondre? Pardon Anne-Marie? Allez, Anne-Marie. Anne-Marie, vous. Bon, vice-présidente du consistoire central. C'est vrai que je suis la première femme qui soit rentrée au bureau du consistoire central. Moi, non mais... Et pas la dernière. Non, certainement pas. Moi, je voudrais dire que je n'ai pas été choquée. J'avais très peur et ma correspondance avec Emmanuel l'a certainement ressenti parce que j'avais très peur. J'ai trouvé que, Eric, vous aviez été très courageux de lancer cela. Et j'avoue que je suis très heureuse parce que d'abord, permettez-moi de dire que vis-à-vis de la jeunesse que nous avons vue, puisque je suis vraiment une vieille, la jeunesse que nous avons vue nous laisse espérer une ouverture extraordinaire. Et vraiment, j'ai rajeuni pendant ces 2 jours parce que je me suis rappelée, moi j'ai été formée par Manitou, par le DEJ, par Léon Ashkenazi, et je dois dire que par le DEJ, par Linclair, je me suis revue peut-être plus de 50 ans en arrière, lorsque nous organisions des forums. Alors moi j'étais un peu comme vous, et je trouve que c'est vraiment extraordinaire, ça nous laisse espérer vraiment de très belles choses dans notre communauté. Et moi qui vis moitié Israël, moitié en France, j'étais très pessimiste sur la communauté française, et vous m'avez donné beaucoup d'espoir. Oui, le rendez-vous, ok Alain, on a entendu le message et nos 2 vice-présidents, et on s'était engagé à le faire. Il ne reste plus qu'attention que les rapporteurs et les modérateurs, les rapporteurs dont tu fais partie Alain, je te le rappelle, nous envoient rapidement des choses un petit peu plus, à mon avis, synthétiques et concrètes. Et vous avez donc jusqu'à la semaine prochaine, non, 15 décembre, pardon. Non, on ne dit pas 15 décembre, jamais, on dit 1er décembre. Voilà, c'est ça. 1er décembre. 15 décembre, il y a les fêtes, la Noël, le sapin, tout ça. Allez, avec le micro, c'est mieux. Dans le cadre d'une
conversion de femmes. Qu'en est-il des enfants nés antérieurement à cette conversion? Sont-ils considérés comme juifs ou non? En général, est-ce qu'il y a un rabbin dans la salle? Oui. Monsieur le rabbin Ben David, il était par là tout à l'heure. Ah, monsieur le rabbin Tirène, pardon, je ne vous avais pas vu. Mais vous n'arrêtez pas de bouger, c'est pour ça que... Allez-y, allez-y. Les enfants sont convertis avant. Si la maman est convertie, tous les enfants qui sont venus après sont juifs. Si les enfants sont déjà nés et la maman est convertie, il n'y a aucune raison de convertir les enfants. Il n'y a aucune raison. La seule question vraiment grave, plus dure on va dire, c'est quand le papa est juif, la maman est non juive, accepte de convertir ses enfants, mais elle-même ne veut pas se convertir. Ça, c'est le problème. Ce que nous avons évoqué ce matin. Voilà. Alors, bien sûr, le responsable des rabbins, comme l'a cité notre ami M. Benadouan, la coutume était d'accepter de convertir les enfants, même sans la maman, si la maman l'accepte et le demande, et si la maman s'engage que dans son foyer, ça sera un foyer cachère, juif, qui permet à l'enfant de grandir dans l'ambiance du judaïsme juif. C'est le cas en Eretz Israël qu'on a dans Giyuka Halacha. Beaucoup des fois, la maman n'est pas encore prête à la conversion. Elle apporte ses enfants qui ont 2 ans, 4 ans, qui sont petits, c'est l'idéal de les convertir. Le papa veut les convertir. La maman s'engage un engagement total que le foyer soit un foyer juif. Et la maman même dit, moi-même, je n'ai pas dit de ne pas me convertir, mais je ne suis pas prête maintenant à la conversion. On ne refuse pas ces conversions. une autre question, s'il vous plaît, dans la salle? Allez, une petite dernière, une ou deux, allez. Pardon, le rabbin Royon, excusez-moi, je ne sais pas entendu. C'était juste pour compléter que dans le cas où la mère veut se convertir, il y a des enfants petits, des jeunes enfants, eux se convertissent. Un micro sans fil, vous pouvez le lever dans le sujet. Ils se convertissent normalement avec la mère. Dans le cas où les enfants sont plus grands, alors là c'est de leur responsabilité. Ils devront faire leur démarche. Oui, ils seront autonomes. Il est toujours conseillé et recommandé de s'occuper de la conversion des enfants tant qu'ils sont petits. C'est halachiquement beaucoup moins compliqué, c'est beaucoup moins... c'est facile. Récemment en Israël, il y a eu un grand conflit à ce sujet, puisque le grand rabbin d'Israël a dit, mais si la maman elle n'est pas juive, hein, elle va cuisiner pour son fils, ça va être bichou goyim, ça va être une cuisson goy, elle va allumer le feu, c'est cuisson goy. Eh bien, c'est le Rabbi Yitzhak Yosef qui a dit ça. Et je lui ai sorti que son père, dans les livres de son père, a dit c'est pas un problème. Donc il n'était pas au courant, il n'était même pas au courant dans ce sujet sur ce que son père avait écrit. Tout comprend, Philippe, l'expression.